IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 11 mars 2011 à 14h48 et 23 secondes, heure locale, le Japon a vécu le tremblement de terre le plus terrible de son histoire. Il endommage la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, puis déclenche un tsunami d'une vague de 15 mètres de haut qui ravagera 600 km de côte, provoquant ainsi la plus grande catastrophe nucléaire civile de tous les temps. Plus grave que Tchernobyl, elle sera classée 7 sur l'échelle de l'INES. Nous sommes ce soir avec Jean-Michel Jacquemin Raffestin pour en parler. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Joël. Heureuse de te retrouver après 13 ans d'absence. Voilà, exactement. Je suis quand même revenu. On avait beaucoup parlé de Tchernobyl à l'époque. Voilà, exactement. J'avais relancé le débat et suite au livre, il y avait eu l'association des malades de la thyroïde qui s'était créée, les procès, etc. Voilà, et puis après j'avais pris mes distances vu les problèmes que j'avais rencontrés. C'est un livre qui est paru chez Guy Trédaniel, Fukushima, tremblement et stupeur, 10 ans après. On est en 2021, donc 10 ans après. Cet ouvrage, fruit de 6 ans de travail et de recherche, dénonce un mensonge d'État et présente un éclairage nouveau, un véritable bilan sanitaire et écologique de notre planète. On peut déjà se rappeler un peu ce qui s'est passé. Fukushima, au début du livre, tu écris que c'est l'île du bonheur, l'île de la fortune. Oui, Fukushima, voilà, l'île du bonheur. Il y a une préface de Corinne Lepage. Oui, Corinne m'a fait la préface, a eu la gentillesse de me faire la préface, malgré son emploi du temps chargé. Et alors, qui nous informe aujourd'hui, puisqu'on est 10 ans après, on en parle un peu dans les médias, mais qui nous informe aujourd'hui, à part aujourd'hui, évidemment, pour la journée anniversaire, on ne nous en informe pas et on ne nous en parle pas. C'est ce que d'ailleurs révèle Corinne dans sa préface. On n'en parle pas parce que c'est devenu un sujet tabou. Tout d'abord, en décembre 2011, le Premier ministre de l'époque avait dit c'est fini. C'est à froid, c'est terminé. Alors bon, tous les journaux français, tu as pu voir, j'ai repris les titres dans mon livre. Tous, c'était fini, c'était à froid. Le problème était réglé, la catastrophe était réglée. Dans les autres pays, non, eux, ils rigolaient quand même. Mais bon, on a pu s'apercevoir que c'était à manchance, que j'étais complètement faux, puisque des bouts analysés en 2015 m'ont montré qu'il y avait encore de l'iode. Or, l'iode a une période de vie de 8 jours. Si ça avait été à froid en décembre 2011, il n'y aurait plus d'iode. Mais ça veut dire que ça fuit surtout. Oui, ça fuit. Ça fait 10 ans que ça fuit. Tu vois, tous les ans, en octobre-novembre, comme un marronnier, ça revient dans les journaux. On nous dit que TEPCO va être forcé de déverser de l'eau dans l'océan, que l'AIEA a donné son accord. C'est une grosse rigolade. C'est déjà fait, ça on va en parler. Ça fait 10 ans. Oui. Alors, on enregistre cette émission le 11/3/2021. Voilà. Lors de ton passage à Paris, on est chez Guy Trédaniel, aux éditions. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même niveau de danger que Tchernobyl, ou est-ce que c'est pire? C'est pire, c'est bien pire. Comme le dit une soviétique de l'époque qui s'était occupée spécialement de Tchernobyl. Tchernobyl, c'était un réacteur 10 jours. Au bout de 10 jours, c'était fini. Enfin, c'est fini, il y a toujours ce truc. Oui, autour, non, mais c'était éteint. Voilà, ils avaient déposé le bord dessus. Il n'y avait plus de fumée, il n'y avait plus de nuages et tout. Ça ne contaminait plus la planète. Fukushima, c'est 3 réacteurs avec une contamination chronique et pérenne. Ça continue tous les jours. Depuis 10 ans, tous les jours, Fukushima pollue la planète, les fonds marins. On va y revenir tout à l'heure avec des détails, des explications et des preuves. Il se disait à l'époque qu'il faudrait 40 années pour dépolluer le site, que ça coûterait 500 millions d'euros. On en est bien plus qu'à ça. Hein. On est bien plus que ça. Écoute, puisque tu parlais de Tchernobyl, aujourd'hui Tchernobyl a coûté 1000 milliards. Donc Fukushima coûtera bien plus que ça. Bien plus que ça. Le cœur du réacteur a fondu, il contenait du corium. C'est quoi le corium? Alors le corium, c'est le mélange du produit nucléaire et qui fait fondre tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'acier, le béton. Tout ça, ça se mélange, ça fond à 2800 degrés, même bien plus, et ça s'appelle le corium. Le lieu le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle la piscine. Il y a déjà eu 1000 tonnes de combustible entreposé. C'est quoi la piscine? Alors les piscines, c'est les endroits où on range les tubes une fois qu'ils ont servi. Mais c'est bien plus dangereux pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles ne sont pas protégées.
comme un cœur de réacteur. Bien souvent, elles sont à l'air libre. D'ailleurs, après Tchernobyl, la sénatrice de Californie s'était inquiétée puisqu'elle avait du stock depuis 1984 dans une région qui est quand même très fortement sismique. Donc oui, effectivement, c'est très dangereux. Alors, ils ont vidé les piscines. Maintenant, il n'y a plus les milles, il y en a beaucoup moins. Mais quand même, c'est... Ils ont vidé les piscines, mais on va voir que l'eau qui était dedans, peut-être on la retrouve ailleurs. Juillet 2012, donc un peu plus d'un an après la catastrophe, le taux de césium est multiplié par 90 en 3 jours dans l'eau prélevée à 25 mètres de profondeur. Alors attends, si on reste sur les piscines, je voudrais te préciser la fameuse piscine qui faisait 29 mètres de long sur 12 mètres de large et 11 mètres de profondeur. Elle avait 1000 tonnes de combustible, 6375 assemblages, 400 000 barres, ces fameuses barres que l'on descend ou qu'on remonte pour faire accélérer le réacteur ou pour l'arrêter. Et en 2018, il en restait encore 556. Aujourd'hui, on ne sait pas puisque nous n'avons plus les informations. Il y a un journaliste japonais qui explique, je le dis dans le livre, que traiter de Fukushima aujourd'hui, c'est comme aller sur le terrain d'une guerre dont les informations ne viennent que d'un seul belligérant, TEPCO. Il ne faut pas oublier, Joël, qu'en 2015, le Japon a fait une loi pour interdire de parler aux journalistes de ça. Un peu comme les vaccins. Voilà, donc depuis, les informations sont très restreintes sur le sujet. Donc un taux de césium de 90 qui a monté de 90%, plus de 90% en 3 jours, dans l'eau prélevée à 25 mètres de profondeur, ça c'était en juillet 2012. En juillet 2013, un lac souterrain radioactif sous le réacteur numéro 2. Il était là ce lac avant ? C'est toute l'eau qui sert à refroidir les réacteurs, qui s'infiltre. Alors, il y en a une partie qui part dans l'océan, il y a une partie qui est récupérée, qui est, entre guillemets, nettoyée, si tu veux, et puis qui est stockée dans des citernes. Ils stockent ça, c'est des millions de litres d'eau aujourd'hui qui sont stockés, ils ne savent plus quoi en faire. C'est comme les boues contaminées, c'est 1300 citernes en polyuréthane, c'est 15 millions de tonnes de terre contaminée. Qui est entreposée dans des parkings, c'est ça, voilà, dans des terrains de sport, même dans les jardins des particuliers. Même dans des jardins particuliers. Ben oui, et là, il disait en 2019 qu'il ne savait plus où il allait pouvoir entreposer. Ils ne savent plus où, mais ils savent plus où. On est toujours en 2013, après ce lac souterrain radioactif. En 2013, il y a une alarme qui sonne. C'est l'eau des toilettes du premier étage qui est radioactive. Non, voilà. Mais Voilà, mais ça n'a pas arrêté. Là, tu es dans le chapitre, ce n'est jamais fini. En octobre 2013, TEPCO nous dit que le taux de radioactivité est le plus élevé depuis le début de la catastrophe. Ce qui prouve qu'en décembre 2011, ils n'étaient pas à froid. On passe à 2015, mais entre-temps, dans ton livre, il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de précisions sur tous les problèmes, tous les accidents qui interviennent pratiquement chaque jour. Donc en avril 2015, le premier robot envoyé dans le réacteur numéro 1 arrête de bouger après un déplacement seulement de 10 mètres. Voilà. On se demande ce que les hommes peuvent faire si les robots, pourquoi ils s'arrêtaient de bouger. Ah bah c'est mortel, une minute sur place et c'est mortel. Mais c'est un robot. Voilà, oui, c'est un robot, mais ils peuvent pas mettre un homme. Depuis, ils ont récidivé avec des robots, mais c'est toujours pareil. Ils ont réussi à faire un petit peu plus, mais ils n'arrivent pas à le ramener, à le faire revenir, le robot. Il meurt sur place. On va parler des eaux radioactives. 800 000 tonnes d'eau radioactive, avec l'autorisation en août 2015 de déverser en mer. Ça sera fait en septembre 2015. Est-ce qu'on sait à peu près ce qu'ils ont versé en mer? Pas les 800 000 tonnes quand même. Non, on ne sait pas, mais l'autorisation de 2015, comme je te l'ai dit, depuis 2011, ils déversent en mer. Par exemple, en mai 2011, à 3000 km à Hong Kong, le poisson était contaminé en césium. En 2014, est arrivé au large de la Colombie-Britannique les eaux radioactives de Fukushima, alors qu'ils ne les attendaient, d'après les prévisions, que pour 2016, donc avec 2 ans d'avance. Donc tu vois, en 2014, la radioactivité arrive au large du Canada. Donc 2015, c'est du blabla qu'on nous raconte, c'est les mensonges qui continuent. En 2015, le 30 septembre, la radioactivité des eaux souterraines augmente de 260% en une semaine. Voilà, c'est des fuites d'eau qui sont incontrôlables. Alors ça, c'est les eaux. Maintenant, on parle des boues contaminées. C'est ensemble, les eaux qui coulent font de la boue. Oui, mais la boue, elle reste sur place, tandis que l'eau, elle bouge. Oui, ils essayent de la traiter et ensuite ils la mettent donc dans les citernes. Et donc, il y en avait 1300 citernes en polyéthylène de 1,8 m de haut sur 1,5 m de diamètre. Voilà. Les boues, on a 15 millions de tonnes. Enfin, il y en avait 15 millions de tonnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore plus. Mais c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait encore de l'iode dedans.
Voilà, avec une durée de vie de 8 jours, et on est en 2015. voilà, voilà, voilà. Alors, il y a les boues, mais il y a les terres. Les terres, c'est pas la même chose. Les terres sont contaminées et il les stockent pour une bonne et simple raison, c'est que depuis 2017, ils ont arrêté de payer les allocations aux personnes qui avaient été déplacées. Donc ils les font revenir chez eux et pour ça, ils grattent 5 cm de terre. C'est pareil pour les écoles, même les écoles maternelles, ils grattent 5 cm de terre autour dans les cours de l'école, un petit peu autour, et ils font revenir les gens chez eux. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que la région de Fukushima, au Japon, c'est une région qui est très boisée. 80% c'est des forêts. Et ça, c'est pas nettoyé, bien sûr, c'est impossible de nettoyer les forêts. Donc les gens vont continuer à vivre dans des zones radioactives, même si ce sont des faibles doses. Tu as dû voir tout un chapitre sur le problème des faibles doses, expliqué par des grands scientifiques américains ou français, comme mon ami le professeur Dominique Bellepomme. Et ces gens vont avoir des cancers, parce qu'aujourd'hui on parle, ils reconnaissent les cancers de la thyroïde pour les enfants, on est à peu près à 260 cancers de la thyroïde, mais on ne parle que des cancers de la thyroïde. Il doit y avoir des leucémies. Juste aussi. une leucémie Oui. qui a été reconnue, et on ne parle que de Fukushima. Fukushima. On parle pas du reste du On Japon. ne parle pas des autres régions. J'ai mis le témoignage d'une maman de Tokyo. Elle a été forcée de quitter Tokyo parce que sa fille était malade. Elle est partie sur Kobe et depuis, la santé de son enfant s'est rétablie. Il faut savoir que cette contamination pérenne, elle va durer des années et des années. À 40 km, on a retrouvé de la centrale, on a retrouvé du strontium, on a retrouvé du plutonium. D'ailleurs, le plutonium, il a même été retrouvé à Hawaï et en Californie. C'est te dire qu'il n'y a pas que Fukushima qui est concerné. Il y a tout le Japon et puis bien d'autres endroits dans le monde. Oui. Donc ces gens, ils vont manger des produits contaminés, ils vivent dans un air contaminé. L'ACRO, qui est une association française, l'association contre la radioactivité dans l'Ouest, qui a fait un travail remarquable au Japon, a analysé les sacs aspirateurs dans 12 maisons à 200 km de Fukushima. Les sacs aspirateurs, contamination supérieure à 600 becquerels. Toutefois, même à 200 km, ça veut dire que les gens vivent dans une atmosphère de faible dose, de radioactivité faible dose. Ils mangent les produits qui sont contaminés. Tu as dû voir dans le livre, mon ami Michael Navo a pris des photos dans le métro cet été. Il y avait de la publicité pour le poisson de Fukushima. Et dernièrement, en décembre, la première quinzaine de décembre, dans le métro, il y avait une promotion pour la viande de bœuf de Fukushima. Et d'ailleurs, sur Air Japan, ils ont des légumes de Fukushima. Donc l'air, le sol, l'eau, tout ce qu'on consomme, ainsi que les animaux sont contaminés. Voilà, Donc ça a un effet sanitaire sur la population. Voilà, donc ils entretiennent leur dose de césium dans le corps. Quels sont les risques pour les enfants? Les risques sont bien plus forts. Déjà, on reste sur la thyroïde. La glande thyroïde d'un enfant, elle va de 1 gramme à 25 grammes pour un adulte. Donc, avec la même dose de radioactivité, un enfant, elle est tout de suite saturée. Ça fait 10 ans, donc ceux qui vont naître maintenant... Je n'ai pas fini. Oui. Je n'ai pas fini. Il y a le césium, parce qu'on parle toujours de l'iode et de la thyroïde. Mais si on regarde les travaux de Yuri Bandazievski, ce professeur du Bélarus qui a travaillé après la catastrophe de Tchernobyl, la thyroïde, elle capte aussi le césium. Et donc elle provoque d'autres maladies, surtout le corps humain. Pour un enfant, si tu veux, la thyroïde, c'est la glande très importante, c'est la chaudière du corps, c'est la chaleur du corps, c'est pour la glande de croissance, c'est très important pour un enfant. Mais il y a aussi le problème du césium. Le césium, il a les mêmes propriétés que le potassium, c'est-à-dire qu'il se met dans les muscles, le plus important, le cœur, et puis dans le foie, dans le pancréas, dans les poumons. Donc les enfants sont très vite touchés. Michel Fernex, qui est professeur émérite à l'université de Bâle, est allé au Japon et il a rencontré des professeurs japonais qui étaient très surpris de voir des enfants qui avaient des infarctus du myocarde. Et il leur a expliqué que c'était les travaux de Yuri Bandazievski. Le césium dans le cœur provoquait ça même chez les enfants. Alors les faibles doses sont dangereuses. Les faibles doses sont très dangereuses à longue échéance. Mais alors ça, je veux dire, c'est pas de moi. Tu as plein. Déjà sur Tchernobyl, il le disait. Tu as plein de grands professeurs américains, même français, qui te parlent du danger des faibles doses à longue échéance. Maintenant, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Même ceux qui
ne voulaient pas le reconnaître, ils sont forcés de l'avouer. Tu as par exemple, tu vois, Janet Sherman et Joseph Mangano, qui avaient déjà travaillé sur Tchernobyl. Il y a ces deux-là, il y a vraiment Dominique Bellepomme, bien sûr, qui explique donc dans son livre les maladies créées par l'homme. Par exemple, nous ne savons pas ce que provoquent les faibles doses d'irradiation au plan biologique. Dans ce cas, le temps de latence pour voir apparaître un cancer peut être extrêmement long. Pour générer un cancer ou une malformation congénitale, où une seule cellule est nécessaire, à l'apport d'une seule mutation suffit. Le risque n'est donc pas quantifiable. Abraham Béard, prix Nobel 85, qui disait « Le problème des faibles doses comporte deux volets, le rôle de la porte d'entrée et le rôle de l'organe qui va concentrer les substances. » Donc il est bien évident qu'un enfant, il capte beaucoup plus qu'un adulte. Tu as Jay Gould aussi qui précise que les faibles doses sont redoutables à cause de leur effet à long terme. Jay Gould, c'est quand même le président du projet de santé publique à New York. On a même des Français, Georges Charpak, par exemple, qui écrivait dans un chapitre de son livre Tchernobyl en Tchernobyl, que les effets des radiations nucléaires sur le corps humain portant une attention particulière aux faibles doses, à faible débit, c'est-à-dire reçues sur une longue période. Tu vois, on retrouve toujours les mêmes dires, une faible dose, mais sur longue période. Ça. Oui, je me souviens, on avait fait l'émission sur Tchernobyl, on nous demandait d'accueillir les enfants au moins l'été pour les sortir de la zone. Voilà. Parce que si tu veux, le césium, il a une durée de vie de 3 mois seulement dans le corps humain. Donc, si toi tu vas à Tchernobyl, comme moi ça m'est arrivé, qu'on mange le matin ce qu'ils nous offrent, parce qu'ils sont très accueillants, donc ils te donnent à manger, les pommes, les trucs et tout. Bon, alors bien sûr, je vais prendre une dose de césium, mais elle est minime parce que je reste 48 heures. Et quand je reviens ici en France, je l'ai plus, donc au bout de 3 mois, c'est parti. Mais si je reste sur place, elle peut pas partir. Ces enfants de Tchernobyl qu'on recevait en France ou même en Italie, ils venaient passer des vacances de 2 mois. Et au bout de 2 mois, on s'apercevait en faisant un examen anthropogammamétrique que leur dose de césium avait bien diminué dans le corps. Malheureusement, ils retournaient chez eux là-bas, donc ça recommençait. Ça va être pareil au Japon. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir où nous parlons de Fukushima avec Jean-Michel Jacquemin Raffestin. C'est un livre qui est publié chez Trédaniel. Nous sommes 10 ans après cette catastrophe qui a eu lieu en mars 2011. Alors, le 21 juillet 2015, Temco reconnaît l'affaissement de la centrale, comme si elle allait s'engloutir. Oui, j'ai quelqu'un qui me l'avait annoncé en 2011. Elle a quand même mis 4 ans. Ils ont mis 4 ans à reconnaître, mais bon, c'est pareil. Pour les analyses qui ont été faites, elles ont mis très longtemps à sortir. Très longtemps à sortir. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a une collusion entre TEPCO et le pouvoir japonais, et le METI, le ministère du Commerce, puisque ça en dépend. Ils savaient très bien les risques qu'il y avait à la centrale, mais le METI avait dit que c'était même pas la peine de prévoir ce genre d'accident parce que c'était pas possible. C'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver, si tu veux. Le Premier ministre de l'époque, Naoto Kan, a dit que les responsabilités, c'était le pouvoir, c'était le gouvernement, puisque c'était le gouvernement qui avait accepté ça. Faut pas oublier une chose quand même, c'est que c'est complètement ahurissant dans un pays qui concentre 20% des tremblements de terre du monde, de construire 54 réacteurs. Le Japon est construit sur 4 plaques tectoniques. Au nord, il y a la plaque d'Ostock. Ensuite, il y a la plaque des Philippines qui passe sous la plaque eurasienne et la plaque pacifique qui passe sous le tout. Donc, ils ont 20% des tremblements de terre. Si tu as lu le témoignage de Michael, c'est des milliers de tremblements de terre qui ont suivi ce gros tremblement de terre. Donc déjà, c'était ahurissant pour un pays qui avait subi Hiroshima et Nagasaki de poursuivre une telle politique sur le nucléaire, vu les failles sismiques qu'il y avait. Vous n'avez pas le choix, je pense. On a toujours le choix dans la vie. La preuve, en 14 mois, ils ont réussi à tous les arrêter. Alors que l'Allemagne va mettre 10 ans pour faire la même chose. Et ils ont compensé avec du pétrole et du gaz. Ils ont fait un contrat de 3 milliards avec le Venezuela pour importer du pétrole. Mais ils avaient réussi. Bon, mais par contre, le gouvernement de Naoto Kan est tombé, et puis c'est Shinzo Abe qui a été élu Premier ministre, et lui, c'était pro-nucléaire, il a réussi à les rouvrir, mais quand j'ai terminé le livre, il y en avait 9, aujourd'hui il n'y en a plus que 8 qui sont en fonctionnement. Parce qu'elles ont des problèmes en plus. Voilà, depuis 2 ans, ils n'en ont pas rouvert de nouveau. C'est-à-dire que les tournent par roulement, puisque tous les 13 mois, ils sont forcés d'être arrêtés 3 mois pour l'entretien, donc il n'y en a jamais les 8 qui tournent en même temps. Mais les autres ne seront jamais
remis en fonction. Depuis 2 ans, ils n'ont pas pu en remettre un seul en fonction, en passe dehors de ces 8-là. Comment ça se passe en France? Est-ce qu'on a le même politique du nucléaire, c'est-à-dire que tous les 13 mois, on s'arrête 3 mois? Ah bah oui, certainement, mais en France, on a des vieux réacteurs aujourd'hui. On a des vieux réacteurs. Je crois que pour 2025 ou 2000... Oui, là, ils leur ont redonné du service. Voilà. Oui, mais le problème... Fukushima aussi, Daiichi, à Fukushima, le 11 février 2011, ils l'ont fait repartir pour 10 ans. Alors qu'il était vieux. Il était vieux, voilà. Alors, on nous dit, oui, mais ils sont bien entretenus. Oui, mais ta vieille voiture aussi, elle est bien entretenue. C'est pas pour ça qu'elle tombe pas moins en panne. Elle tombe sûrement plus en panne quand elle a 20 ans ou 30 ans que quand elle en a 10. Voilà. Alors, démantèlement de Fukushima. À partir de 2021, disait Temco, que à partir de 2021, l'espérance d'extraire le combustible en fond de réacteur numéro 1. En 2021, ça devait être terminé. On est en 2021. Voilà, ils ont pris du retard pour vider les piscines, déjà, la piscine. Ils ont pris du retard pour tout. Ce qui était prévu pour 21, c'est reporté à 27, à 2028. Ils prennent du retard, surtout parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus non plus la main-d'œuvre. Au début, ils avaient la main-d'œuvre. Enfin, au début. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont eu la main-d'œuvre parce qu'ils payaient énormément. Oui, on va revenir sur les décontaminateurs. Alors je te laisse pour la suite. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ont plus personne. D'abord, ils ne payent plus. Ils ne payent plus les gens pour venir mourir. Les gens aujourd'hui qui travaillent à Fukushima, enfin à Daiichi, ils gagnent en moyenne la moitié de ce que gagnent les agriculteurs à côté. Ils sont à en moyenne 6 euros de l'heure, alors que les agriculteurs sont à 12 euros de l'heure. Donc plus personne ne veut y aller, surtout qu'ils avaient demandé des gens qui n'avaient pas peur de mourir pour venir travailler. Oui, on donnera les salaires après, c'était incroyable. Pourquoi ils ont refusé la construction d'un sarcophage comme ils ont fait à Tchernobyl? En juillet 2016, ça a été refusé, ça. Oui, ça a été refusé, mais beaucoup de choses ont été refusées. Tu sais, le fameux mur qui aurait dû être construit, il a été refusé parce que quand ils ont construit Daiichi, ils avaient un mur de 3,50 m. Puis après, ils se sont aperçus quand même, ils étaient basés sur le tsunami qui avait eu lieu au Chili. Donc ils l'ont remonté à 5 mètres. Mais bon, ils savaient très bien qu'une vague de 15 mètres était tout à fait possible. Les devis ont été faits. C'était prêt à être construit. Et puis au dernier moment, le directeur a refusé parce que ça allait coûter cher. Mais il faut savoir aussi que depuis juillet de l'année précédente, la centrale n'était plus assurée non plus parce que ça coûtait cher. Tu vois, ils sont là en train de serrer la vis et au final, c'est terrible ce que ça va coûter. Mmh. Au début, il y a eu un tremblement de terre et le tsunami est arrivé après. Oui. Alors, si tu veux, ils ont joué sur le tsunami, c'était la faute du tsunami. Non, en réalité, c'est pas la faute du tsunami. C'est, premièrement, le tremblement de terre qui a brisé toutes les arrivées électriques. Voilà, il a brisé toutes les arrivées électriques, donc ils sont partis sur les générateurs. Entre parenthèses, à la mi-février, ils avaient fait un constat de vérification et 11 parties n'avaient pas été vérifiées, dont le fameux générateur qui, lui, n'a pas démarré ce jour-là. Avec le tremblement de terre, il n'y a plus d'arrivée, les générateurs se mettent en route, sauf un, et puis 40 minutes après, le tsunami arrive, et là, il ravage tout, il rentre partout. Il noie le peu qui fonctionnait avec les générateurs, et puis après, c'est parti. C'est l'enchevêtrement, c'est la catastrophe qui va arriver, donc 15h27, 41 minutes après, il y a la vague de 15 mètres qui arrive, puis une seconde de 8 mètres, et puis voilà, plus rien ne va fonctionner, donc les réacteurs vont commencer à chauffer. À partir de 800 degrés du combustible, l'eau commence à faire décomposer en hydrogène, au contact des gaines de combustible en zirconium, et puis elle dégage de la chaleur, c'est l'enchaînement. La température, elle atteint rapidement 1200 degrés, c'est la liquéfaction. Puis, au-delà de 2300 degrés, c'est la dilution au contact des métaux fondus. Et puis, c'est le phénomène qui est produit de l'hydrogène. Puis, ensuite, ça va monter jusqu'à 2800 degrés. Et là, tu as tout qui fond. C'est ce qui va faire le corium. C'est-à-dire que ce soit le métal, le béton, tout ça... tout ça fond et se mélange. Et on se retrouve avec 3,5 fois plus que ce qui était à l'intérieur du cœur de réacteur. Dans les réacteurs, tu avais un poids. Par exemple, dans le réacteur 1, tu avais 69 tonnes dans le réacteur. Mais en fondant tout ça, en se mélangeant de ce corium, ils arrivent à, ils peuvent pas être précis, entre 237 et 357 tonnes de corium. De cochonnerie, parce que ça ne sert plus à rien. C'est le magma métallique et minéral constitué d'éléments fondus du cœur du réacteur. Donc, puis des minéraux, l'acier, le béton, tout ça. Et le réacteur 2 et le réacteur 3 avaient chacun 94 tonnes.
Et à l'arrivée, c'est entre 189 et 390 tonnes. Donc au total, on a un corium pour 880 tonnes. C'est-à-dire 3 fois et demi pratiquement le combustible des réacteurs. Donc ils refusent la construction d'un sarcophage, mais en décembre 2016, Ils mettent une bâche plastique. ils font le perçage d'une petite ouverture dans le réacteur pour voir ce qui se passe. C'est ridicule ça de percer un trou, non? Bien sûr. Ils veulent voir. Donc ils veulent voir et passer des caméras pour filmer ce qui se passe. Enfin bon. On reste sur les réacteurs. Il y avait 54 réacteurs. En mai, il en reste 20. Après, il y en a eu 40 arrêtés sur 54. Après, ils ont été arrêtés complètement. 14 mois après, ils étaient tous arrêtés. Et les Japonais étaient contents, ils faisaient la fête dans la rue parce qu'ils étaient tout contents. Donc c'était un exploit puisqu'ils ont réussi en 14 mois d'arrêter ce que les Allemands devraient faire en 10 ans. Avec une réduction de leur consommation de 20% quand même, d'électricité, très important. Ils vont se demander quand même comment ils vont passer l'été parce qu'il fait chaud. Donc c'est assez étonnant de voir comment les Japonais se sont débrouillés. Plus d'escaliers mécaniques, plus d'enseignes allumées, plus d'escaliers mécaniques, plus d'air conditionné. Ils ont autorisé les gens à venir travailler sans cravate, les hommes à venir travailler sans cravate. Voilà, et ils ont fait des courants d'air. Enfin, c'est assez extraordinaire de réduire la consommation d'un pays de 20%. Par contre, la facture d'électricité a doublé en 4 ans. Voilà, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a eu ce contrat de 3 milliards avec le Venezuela. Alors, les réacteurs sont mis à zéro en quelle année? C'était en mai 2012. En mai 2012, ils sont tous arrêtés. 14 mois. En juillet 2012, ils en remettaient en service, malgré les manifs des Japonais. Voilà, un qui était arrêté, qui avait été le premier arrêté puisqu'il était en vérification. Naturellement, il y a des manifestations, ce qui est quand même très rare au Japon. Hein. Ils sont venus manifester devant le Kante, c'est la maison du Premier ministre. Et effectivement, ça a fait beaucoup de bruit. Et comme je le dis dans le livre, ce premier sera le dernier aussi. Sera le dernier arrêté ensuite. Oui, parce qu'en juillet 2012, donc, ils en remettaient en marche, mais qu'ils sont obligés de refermer parce qu'il y a un problème sismique. Ah, pas des problèmes, voilà. Donc ils se retrouvent à zéro en mai 2014. Voilà. Parmi tous ceux qu'ils arrêtent, dans ceux qu'ils arrêtent, il y en a un. Ils s'aperçoivent qu'il est construit sur une faille sismique. Et il y en a un autre, ce sont les Américains qui lui demandent de le fermer, je pense que celui de Rakanawa, parce qu'il y a un bateau américain qui est en face et c'est les USA qui leur demandent d'arrêter cette centrale. Alors, la Chine et la Corée s'inquiètent un peu quand même. Hein. En réfléchissant, en venant là, je me suis dit, mais est-ce que les autres pays n'ont pas leur mot à dire quand même? Parce que c'est une véritable bombe, ce Japon qui est là au milieu. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as pu voir en lisant le livre, j'ai balayé pas mal de pays. Il y en a beaucoup que ça a fait réfléchir quand même. La première, c'est Madame Merkel qui décide d'arrêter. Ensuite, les Italiens qui, en juin 2011, font un référendum à 94,5%. C'est niet, on ne repart pas sur le nucléaire. À l'époque, le président Obama aux USA avait lancé 54 milliards de dollars pour réinvestir dans le nucléaire et tout de suite, il sera forcé de la mettre en veilleuse et de laisser passer. Ça a fait bouger beaucoup de pays. Le Chili, qui devait reconstruire des réacteurs, a dit qu'ils allaient attendre quelques années quand même et voir et étudier, parce que le Chili est aussi un pays avec de nombreux tremblements de terre. Et la Chine, elle n'est pas en train de construire des trucs... La Chine, la Chine, la Chine, elle fait ce qu'elle veut, la Chine. Oui, non, mais elle a peur du Japon qui est à côté, mais elle fait la même chose chez elle. Elle fait pareil. Donc en février 2019, il restait 9 réacteurs, là on est en 2021, il en reste 8. Sur les 54. Il y en a un qui a été fermé donc définitivement parce que les populations font un procès à chaque fois et là elles ont gagné le procès. Donc ça prouve qu'ils peuvent vivre avec 8 réacteurs. On en est où en France? 57, 58 58, oui. Ouais. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. On a réussi à fermer Fessenheim quand même, c'était une bonne chose. C'était notre plus vieux réacteur. Il faut le décontaminer maintenant. Enfin, c'est pas le tout de le fermer, mais il faut décontaminer. L'arrêter, c'est pas évident. Voilà, mais oui, mais tu sais que Fessenheim était aussi sur une faille sismique où il y avait eu un tremblement de terre en 1367. Je l'avais expliqué dans mon livre sur Tchernobyl. Et que ce soit les Suisses ou les Allemands, ça faisait des années qu'ils demandaient qu'on ferme cette vieille centrale. Qui est à côté de chez eux. Peu sûr. Qui est à côté de chez eux. Voilà, donc... Alors, on va parler des liquidateurs.
Ah, parlons-en. Alors, on va parler des liquidateurs. Alors, il n'y avait pas trop de candidats, hein, parce qu'il y avait du danger. Au début, il n'y a pas trop de candidats puisqu'ils ont demandé des gens qui n'avaient pas peur de mourir. Oui, alors c'est Voilà. passé en plus de 100 millisieverts, ils ont monté la dose à 250. Voilà, donc Pour permettre de... Alors, ils ont augmenté les prix. Et si tu veux, il y avait des journées, enfin, des demi-journées où les gens pouvaient gagner l'équivalent de 3000 euros. 3500 euros. Voilà, 3500 euros. Dans certains endroits, pas partout. Voilà. Et puis, bon, après, c'est retombé. Hein. Faut savoir que de 2011 à 2016, c'est 49 000 personnes qui sont venues travailler, donc 42 000 intérimaires. Voilà. Fin 2011, il y avait 17 780 liquidateurs Voilà. qui sont intervenus. Voilà. Mais donc sur les 5 années qu'on suivi. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu de test corporel complet après l'activité. Ah ben non, ils ont même plombé les dosimètres de manière à ce qu'on ne sache pas combien ils pouvaient prendre. Ils ont fait ça et puis Temco a perdu la liste des premiers travailleurs. Alors elle a perdu la liste, elle a même perdu les travailleurs. Oui, bah c'est. Ils ne savent plus où ils sont passés. C'est plus facile comme ça de perdre la liste. Voilà, ils ne savent plus du tout où ils sont passés, ils les ont perdus. Par contre, il y a eu de belles indemnités versées aux familles. Oui, pour Castez, pour Cazothèse. Ils n'ont pas reconnu les décès, mais ils versaient des indemnités aux familles pour qu'il n'y ait pas de suite. Alors, tu parles des Yakuza. Les Yakuza, c'est la mafia. De la main-d'œuvre. C'est la mafia japonaise. Elle est très implantée. D'ailleurs, je parle dans les notes de bas de page de ce journaliste qui s'est fait engager pour travailler sur la centrale et qui a fait une conférence et qui a fait un livre après sur les Yakuza. Il explique que 20% du personnel était embauché par les Yakuza. Les gens font des prêts aux Yakuza, à la mafia, et puis après ils ont du mal à rembourser ou ils ne peuvent plus rembourser. Donc la mafia les envoyait directement travailler à Daiichi pour payer leurs dettes. Ils s'appellent les fritters. Oui. Ils ont un nom, hein, ceux qui sont utilisés comme du bétail, enfin pas comme de la chair à canon, voilà, parce qu'ils ont besoin d'argent. Voilà. On ne parle pas trop des policiers, des pompiers, qui étaient entre 5 000 et 10 000, qui ont été aussi exposés. Oui, et puis on ne parle pas non plus de la détresse de la population, des couples, parce que si tu veux, les femmes fuyaient avec les enfants, elles ne voulaient pas rester, et puis les hommes étaient forcés de rester pour aller travailler, pour gagner de l'argent. Donc il y a eu énormément de couples qui sont séparés, énormément de problèmes. Une autre victime, Masao Yoshida, directeur de l'usine. C'était le directeur de l'usine. Qui est mort en 2013. Voilà. Il a appris, oui, parce qu'il est tout le temps resté sur l'usine. Il a appris son cancer en septembre 2011. Il n'a rien à voir avec la catastrophe. On lui a dit qu'il n'y avait rien à voir au début, oui, bien sûr, et il est décédé. Les tout premiers décès, la première année, il y a eu 6 décès. L'UNSCER a reconnu que ce n'était pas du tout dû aux radiations de Fukushima. Hein. Non, ils sont morts comme ça, mais c'était pas Fukushima. Puis les autres, on a perdu le dossier, donc comme c'est dommage. Alors, justement, pour ces personnes qui se chargent de décontaminer, ils se changent dans des locaux qui sont situés à 20 km. Il faut 30 minutes de bus pour aller se changer. Donc, est-ce qu'ils comptent le temps qui passe, justement, ces 30 minutes avec leur combinaison complètement irradiée, qui se baladent dans la nature comme ça? Moi, ça m'a semblé complètement fou. Pourquoi ils ne les changent pas sur place? Bien sûr. C'est comme ça, méthode japonaise. Ils étaient 3000 à se relayer jour et nuit. Et donc, le salaire a été réduit 4 ans après la catastrophe, d'abord de 20%, et puis un peu plus. Et puis maintenant, il les paye plus du tout, parce que tu as pu voir, il y a des annonces d'embauche, et il y a 1000 postes qui sont pas pourvus. Parce que les gens veulent plus y aller. Et puis en plus, il faut dire une chose, c'est que chercher du personnel pour reconstruire pour les Jeux Olympiques, et c'était quand même moins dangereux d'aller travailler pour construire les stades et tout ce qu'il y avait à construire pour les Jeux Olympiques. Oui, alors ils n'ont pas eu lieu ces Jeux Olympiques. Alors ils auront lieu cette année. 2020, ça n'a pas eu lieu. Non, ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté à cette année, 2021. Mais là, c'est dernièrement, ils ont annoncé que les Jeux Olympiques auraient lieu, mais sans public. Ils veulent personne, des pays étrangers viennent. De toute façon, avec les restrictions sanitaires pour les voyages, c'était mal barré. Donc, ils en sont où au niveau du Covid au Japon? Tu as une idée? Ils s'en sortent mieux que nous. Enfin oui, j'ai les renseignements par Michael qui vit à Tokyo. Ils s'en sortent bien. Ils sont confinés? Non, ils ne sont pas confinés. Non, ils ne sont pas confinés. Ils vivent.
normalement. Pour l'instant, ça se passe bien, mais de toute façon, oui, vu les radiations qu'ils ont pris, même à Tokyo, hein, donc, parce que faut quand même rappeler que Arnold Guldersen, qui est un scientifique américain qui a beaucoup travaillé sur Three Mile Island, est allé à Tokyo, qu'il a prélevé de la terre dans un parc où les enfants jouent, il l'a rapporté aux USA et il l'a fait analyser, et là il s'est fait enguirlander parce que ça a été considéré comme un déchet nucléaire de la terre d'un parc à Tokyo. Non, mais c'est pour dire que les gens qui vivent à Tokyo, on retombe sur les faibles doses, mais elles sont permanentes. Sauf ces boues et tout qui sont stockées un peu partout, qui doivent continuer à irradier. Oui, parce que tu as pu voir que les citernes, elles explosent. Il y a des gaz qui se dégagent des boues et elles explosent, elles se fendillent. Enfin bon. Alors Temco dit qu'il ne sait plus où il va les stocker, qu'est-ce qu'il va en faire? Ils savent plus quoi faire. Et on continue avec du nucléaire. Et on continue à faire du nucléaire. Après moi, la fin du monde. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, toujours avec Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Jean-Michel Jacquemin Raffestin, qu'est-ce que tu fais en dehors de t'occuper de tout ce qui est nucléaire? En dehors de ça, d'abord, c'est un travail qui a duré sur 6 ans en enquête par des personnes qui enquêtaient pour moi au Japon. Il y a eu des vérifications que je faisais avec des articles qui sortaient dans la presse. Hein. Il y a quand même des journalistes qui font correctement leur travail, donc ça me permettait de vérifier les informations que je recevais du Japon, mais également des informations qui provenaient des États-Unis, d'autres pays. Enfin, les États-Unis ont été quand même particulièrement touchés par Fukushima. En quel sens? Alors, au niveau de la contamination des enfants, je ne sais pas si ce que je te l'ai dit à toi tout à l'heure ou si c'était avec mon interview précédente, mais Janet Sherman, par exemple, tu sais, aux États-Unis, le CDC fait des statistiques toutes les semaines, le Centre de contrôle des maladies. Donc, ils se sont aperçus que les 14 semaines qui ont suivi le passage du nuage de Fukushima, il y avait eu une augmentation de décès de 4,38% par rapport à 1,38 les 14 semaines antérieures. Et en ce qui concerne les enfants, ils ont eu une augmentation de 1,32% par rapport à une baisse de moins 8,34% les 14 semaines précédentes. Ils sont morts de quoi? Et donc, ils se sont aperçus qu'ils avaient une augmentation de décès de près de 13 924 décès supplémentaires les 14 semaines qui ont suivi le passage du nuage de Fukushima. Oui, mais les enfants, ils sont morts de quoi? De plein de choses. Non, mais c'est surtout les petits. Mais il y a pas que tu as eu des décès chez les personnes âgées. C'est toujours les personnes âgées qui trinquent en premier. C'est les personnes âgées, les voilà, enfants. Et les très jeunes enfants. L'eau de San Francisco, à la fin mars, elle était contaminée. Le Canada aussi, il a été... Voilà, et il y a plein d'autres endroits. Mais nous, en France, on est tranquille, on est loin, il ne s'est rien passé. Alors, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Bon, déjà, il y a un avocat qui s'appelait Glenn Lien, c'est un avocat spécialiste dans l'environnement, et il a une maison dans la Sierra Nevada, et il prenait les informations comme ça, et il a eu l'idée d'acheter un dosimètre pour voir. Il l'a mis sur ses filtres de la maison, et ça s'est mis à crépiter. Et ensuite, il l'a mis sur les cendres de sa cheminée, le bois qu'il allait couper. Et là, ça crépitait très 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 fort. Et il s'est aperçu donc que c'était contaminé. Tu as un scientifique français, Michael Pavlikov, qui est du centre nucléaire de Bordeaux, qui a eu l'idée, comme ça, d'analyser le vin blanc de Californie, le Cabernet. Et puis il s'est aperçu que... Alors c'était l'année 2012. Et il s'est aperçu qu'il y avait des traces du césium de Fukushima dans le Cabernet de Californie. Ce qui aurait été intéressant, c'était de continuer 2013-2014, parce que 2012... Le césium, il n'était pas rentré dans la terre, tu vois, il a tapé sur les feuilles, enfin, tout ce qui était extérieur, en 2011. Mais en 2012, il n'avait pas vraiment pénétré beaucoup encore dans la terre. Ça aurait été très intéressant de continuer sur les années suivantes. Moi, je l'avais fait pour le vin blanc de Corse et d'Alsace, voilà, pour Tchernobyl, et d'Alsace. C'était très intéressant. Mais là ce n'était pas des traces. Le vin d'Alsace, il était vraiment contaminé. La Corse aussi. Voilà, donc ça c'est pour te dire que les États-Unis ont été touchés. Maintenant tu me parlais sur la France. La France a pratiquement pas été touchée. Est-ce qu'on a vraiment cherché? Je ne sais pas. La ministre de l'Environnement de l'époque,
que c'est ce qu'Omorizet avait dit que le nuage était passé, qu'il n'y avait rien. Ils ont fait des analyses, ils ont analysé une salade dans le centre de la France et ils se sont aperçus que cette salade, effectivement, elle avait du césium, mais c'était le césium de Tchernobyl. Ce qui prouve qu'en 86, on nous aurait raconté des salades. Mais comment savoir si c'est celui de Tchernobyl ou d'ailleurs? Ah bah eux, ils savent. Ils analysent. Ouais, c'est pas le même. Ah bah eux, ils savent faire les analyses. Non, bien sûr. Le césium diminue de moitié au bout de 30 ans. Donc celui de Fukushima, sur le vin californien, il avait 1 an. Il n'est pratiquement pas diminué. Alors qu'aujourd'hui, en 2011, si on analysait des produits, c'était 30 ans après, français, c'était 30 ans après Tchernobyl. Il est passé combien de temps après la catastrophe, le nuage au-dessus de la France? Je crois qu'il est d'abord passé par... Il est d'abord passé par les États-Unis. Le Canada, tout ça. Voilà, les États-Unis, enfin la Californie, tout ça. Il a traversé les États-Unis, il a traversé l'Atlantique. Donc arrivé chez nous, il n'y avait plus rien. Pas grand-chose en tous les cas. Non, pour la France, pour l'Europe, c'est pas grand-chose. Même au niveau des eaux, c'est-à-dire de la mer. Et pas en contact direct avec l'océan Pacifique. Donc, mais vu ce qu'ils sont en train de déverser. Ah oui, non, mais ça va se faire petit à petit, bien sûr. Parce que c'est en train de contaminer tous les fonds marins. Le plancton, les algues, tout ça est contaminé. Peut-être à le détail dans le donc ça livre. Continue à fuir et il continue à acheter à mettre ça continue, mais tous les jours. Ça continue. Ils peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent pas ne pas. Tu sais, tu as dû lire, ils ont fait un mur de glace pour essayer de faire baisser la température, mais ça marche pas. Ça fond tout de suite. Ça marche pas. Et donc c'est des centaines de milliers de litres d'eau tous les jours. Et en 2015, c'était même monté jusqu'à 600 000 litres par jour à une certaine période. Bon, là, c'est entre 200 et 400. Donc un impact sur tout, parce que finalement ça c'est un impact sur toute la planète. Alors si tu veux, moi ce qui me fout en rage, c'est qu'on n'en parle pas. Tu as eu la COP 21 en 2015, que Hollande et Nicolas Hulot qui sont là pour sauver la planète. Personne a parlé de Fukushima. Tu as une gamine de 16 ans qui vient nous dire qu'on est tous responsables du réchauffement de la planète. Tout le monde est à genoux devant elle, c'est la Sainte Madone. Il n'y a personne qui a le courage de lui dire que si elle avait continué ses études, elle aurait appris qu'il y a 6000 ans, la Terre elle avait 4 degrés de plus. Et à l'époque, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y avait de voitures diesel, d'avions ou de bateaux. Je ne crois pas trop à ce réchauffement. Donc, qui est un changement climatique? Bien sûr, nul ne le nie, mais qu'on nous dise que l'homme est responsable. Alors, si l'homme est responsable, qu'on arrête, par exemple, de pêcher du poisson en mer du Nord, de l'envoyer en Chine pour le faire nettoyer, le faire empaqueter, et puis de le ramener ensuite pour le vendre en Europe. Tu vois, moi je vis à La Réunion, j'ai des oignons qui viennent d'Inde. Quand je suis à Delhi, j'ai les mêmes oignons. J'ai même des oignons qui viennent du Mexique, parfois. J'ai de la viande qui vient d'Australie et tout. Alors qu'on réduise absolument les transports à ce moment-là, tu vois. Non. Voilà, donc je crois qu'il n'y a qu'un journaliste qui a su le dire, c'est Jean-Claude Bourret, qui a su dire qu'effectivement, il y a 6000 ans, la Terre, elle avait 4 degrés de plus. Donc, qu'on arrête. Ça, c'est juste pour nous faire payer des impôts, des écotaxes, en plus. Voilà. Sur l'air qu'on respire. Voilà. Et les gens ne réfléchissent pas. Donc, il faudrait que les gens cherchent un peu les informations et puis qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, tu vois. C'est comme toutes ces éoliennes, oui. Est-ce que les gens savent qu'au pied de chaque éolienne, il y a 1500 tonnes de béton? Pourquoi on n'a pas cherché à développer l'énergie libre de Nikola Tesla? C'est ce que fait l'Inde actuellement. Tu as un homme qui s'appelle Paramahamsa Tewari, qui est en train de travailler sur l'énergie libre en Inde. L'Inde a eu des problèmes, parce qu'ils ont eu le veto du Royaume-Uni, des USA et de l'Arabie Saoudite. À cause de ça? À cause de ça, bien sûr, mais ils le font quand même. Et puis du coup, la Russie, elle s'y est mise aussi. Ça serait bien qu'ils nous donnent le mode d'emploi, on éviterait les compteurs Linky. Voilà, si on pouvait se faire son énergie dans son jardin. Ce serait une bonne chose, tu vois. Voilà. Alors c'est quoi, alors? Tu sais un peu ce que c'est, l'énergie? L'énergie libre, non, c'est beaucoup trop technique pour que je puisse te l'expliquer. C'est les travaux de Nikola Tesla. Tu sais, Nikola Tesla, ils lui ont brûlé son atelier 2 fois, il a été attaqué, il a même été, il est mort en passant sous une voiture, et ses travaux ont été détruits en partie, et puis les autres ont été sauvegardés aux USA. Et voilà, mais il fallait surtout pas développer l'énergie libre. Si on avait la volonté de sortir du nucléaire, on pourrait, il suffit d'avoir la volonté, c'est tout. Mais bon, moi j'ai bien vu tout ce que j'ai ramassé avec mes livres sur Tchernobyl. Je veux dire, quand tu t'attaques au lobby nucléaire et en plus aux hommes politiques,
Ben forcément, ça se passe mal. Hein. Le premier livre, j'ai fait une émission de 2 heures sur Europe 1 avec Yves Calvi. 8 jours après, j'avais une route voiture trafiquée. J'ai fait 5 tonneaux. Ensuite, il y a eu l'incendie de l'appartement. Et tu sais, quand je faisais une conférence, j'avais toujours 2 inspecteurs DRG dans la salle. Et un jour, ils sont venus me voir en me disant, Monsieur Jacquemin, vous allez un peu trop loin, vous dérangez un haut lieu. Et généralement, il y a 2 avertissements et après, il y a un contrat. J'ai pas cru, je me suis quand même, on est en France, pays des droits de l'homme. Et puis, non, j'ai sorti un livre qui s'appelait J'accuse, voilà, et puis Paris Match m'avait fait une double page avec une couverture, 3 anciens ministres rattrapés par un nuage, donc Michel Barzac pour la santé, Carignon à l'environnement et Pasqua. Il y en a 2 qui se sont tus, mais Pasqua a fait un procès à Paris Match. Donc Paris Match m'a demandé si je voulais bien témoigner, donc je suis allé témoigner, et j'ai fait une conférence au tribunal, et Pasqua a perdu. Voilà, puis un mois après, j'étais poignardé. Voilà. Ce que je passe. Petit truc bien arrangé. Ce que je passe pas ça. Moi, ça me gêne. Le nucléaire, je pense que c'est après les laboratoires pharmaceutiques qui sont quand même les premiers, oui. Les plus riches au monde. Après, nous avons l'armement et sûrement le nucléaire en 3e, non? Ouais. Ils marchent ensemble, tout cela. Bah c'est vraiment des énergies de vie, on est d'accord. Alors, sinon, tu me demandais ce que je fais à La Réunion. Ben, je suis maître Reiki et je fais des soins Reiki et je fais des soins égyptiens aussi. Voilà. Je suis énergéticien. Ah, des soins égyptiens, tu mets les mains comme ça? Comme le Reiki, pareil. Ils sont souvent comme ça, les égyptiens. C'est des piles, vous ne voyez pas parce que c'est une émission de radio, mais si vous voyez les hiéroglyphes, ils ont toujours les mains devant eux, bien droites, pour capter. Voilà, non, c'est des soins qui étaient faits par, 4000 ans avant notre ère, 4300 ans avant notre ère. C'est proche du Reiki quand même. Mais les Égyptiens, ils avaient une énergie libre. J'avais lu un bouquin là-dessus. Oui. Ils avaient une possibilité d'avoir l'électricité. On part sur d'autres discussions. Ouais, c'est bien dommage. Avec la construction des pyramides, ils avaient une énergie à eux. Et les contacts avec les extraterrestres. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission sur Fukushima? Tu reviens dans 10 ans, 20 ans Eh après? bien, comme conclusion, moi je te dirais que le plus dangereux, ce n'est pas le césium, c'est pas l'iode, c'est pas le strontium, c'est le mensonge qu'on retrouve toujours partout. Le même. Le mensonge ou l'omission? Alors quand je dis partout, naturellement, je pense à Tchernobyl, mais on pourrait aussi penser à ce que l'on vit aujourd'hui en France. C'est l'oubli, c'est-à-dire, c'est même pas un mensonge, c'est qu'on n'en parle même pas. On n'en parle plus. C'est un oubli. Mais oui, mais il y a eu des mensonges avant qu'on n'en parle plus, comme aujourd'hui. À part aujourd'hui, 10e anniversaire, mais je te sûr que la semaine prochaine, ça sera retombé dans l'oubli. Le plus grave des radionucléides, c'est le mensonge. Voilà. Ben, je te remercie, Joël, d'avoir pris tout ce temps, et puis surtout d'avoir lu le livre, parce que c'est quand même intéressant d'être interviewé par quelqu'un qui a lu le livre. Alors, Fukushima, tremblements et stupeurs, vous avez vu un peu l'analogie avec le livre d'Amélie Nothomb? Oui. Stupeur et tremblement. Exactement. Et tu sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ce titre parce que d'abord j'avais présenté le livre chez Albin Michel et M. Esménard m'avait dit non, il n'est pas question, elle sera pas contente, elle va être en colère. Ensuite, mon éditeur Guy Trédaniel m'a dit on pourrait peut-être changer le titre, Souvenir de Fukushima. Et j'ai dit non, pas du tout, c'est ça, parce que je vois pas comment mieux expliquer tremblement et stupeur. Voilà. Donc, je ne savais pas qu'Amélie Nothomb avait fait un bouquin. Mais si, bien sûr. Oui. Donc j'ai contacté Amélie. Parce que c'est ce qui l'a rendu célèbre. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Et donc j'ai contacté Amélie Nothomb, que j'ai eu au téléphone, qui était charmante, et qui m'a dit, mais bien sûr Jean-Michel, que je vous autorise à prendre ce titre, et surtout ne vous laissez imposer par personne. Voilà, donc elle m'a fait une autorisation écrite, et donc j'ai pu garder ce titre auquel je tenais particulièrement, parce qu'on ne peut pas trouver mieux pour ça. Tremblement, stupeur. De Jean-Michel Jacquemin, Rinchestin, aux éditions Guy Trédaniel. Qu'est-ce que tu me sors? Ah, la lettre d'Amélie Nothomb. Elle a une belle écriture. Hein. Par la présente, je certifie que je vous autorise intituler notre livre Fukushima, tremblements et stupeurs, faisant référence à mon roman Stupeur et tremblements, bien à vous. Merci beaucoup Jean-Michel Rinchestin. Merci Joël. À dans 10 ans. Pour Fukushima, 20 ans. À dans 10 ans. Et Tchernobyl, c'était 86-2011. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser en 97, après ma rencontre avec Jean-Paul II. Ah, c'est Jean-Paul II qui t'a parlé de Tchernobyl? Oui, parce que si tu veux, je suis allé en Ukraine avec Marie-Laurence Simonet, qui avait monté les Enfants de Tchernobyl, l'association.
Et donc au retour, j'ai écrit un livre sur ce que j'avais vu, sur ce qui se passait dans les 3 ex-républiques soviétiques, c'est-à-dire l'Ukraine, la Fédération de Russie et le Bélarus. Et je ne trouvais pas d'éditeurs qui étaient intéressés. Tous, ils me disaient, ça se passe à 1300 km, on n'a rien à faire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'important qui est venu en France, voilà, que je voulais rencontrer depuis longtemps. Donc je suis parti de très bonne heure sur la base militaire de Reims. J'ai assisté à la messe. Et au retour, en voiture, je me suis dit, voilà, je vais demander au pape de me faire la préface. Donc je suis revenu, Minitel, archevêché de Paris. J'ai eu l'abbé Fournier qui m'a renvoyé sur l'Annonciature auprès de Monseigneur Frana. 48 heures après, je rencontrais Monseigneur Frana à l'Annonciature, qui me dit, Monsieur Jacquemin, écoutez, préface avec le Saint-Père, n'y comptez pas trop, mais par contre, un entretien, je vous l'obtiens. Voilà. Et 3 mois après, j'étais face à Jean-Paul II. Ça avait été reculé parce qu'il avait il était plus en très bonne santé, voilà, donc ça avait mis 3 mois. Il m'a demandé, j'ai une photo. Et tu lui as parlé en quelle langue? En français. Il parlait français. Oui, il parlait français couramment. Et donc s'il pouvait m'écrire la préface, et il m'a demandé, il m'a dit, mon enfant, est-ce que vous avez enquêté dans votre pays? J'ai dit non, je n'ai pas enquêté dans mon pays. Voilà, donc je suis revenu de Rome, j'allais avoir une préface de Monseigneur Etchegaray, qui était son ministre des Affaires étrangères, si tu veux, mais Etchegaray me téléphone et me dit pas avant 6 mois, parce que je pars en voyage en Amérique du Sud et après en Afrique, et pas avant. Bon. Et puis sur ces entrefaits, chez les amis, j'ai rencontré l'archevêque de Kiev, qui m'a posé la même question aussi. Est-ce que vous avez enquêté dans votre pays? Voilà, donc là je me suis dit, il y a un signe, là il y a quelque chose, voilà. Et donc je suis parti enquêter, c'est-à-dire que je suis retourné auprès de Marie-Laurence, qui m'a renvoyé sur André Orango, qui travaillait en médecine nucléaire à la Salpêtrière et qui justement recevait les enfants de Tchernobyl. Et donc moi je ne comprenais pas pourquoi les enfants irradiés, on les amenait en médecine nucléaire dans les chambres plombées pour les irradier à nouveau. Donc j'ai appris tout ça sur le tas, si tu veux. Ensuite, je me suis retrouvé à l'IGR avec Florent Devater, qui est un épidémiologiste, et qui lui m'a expliqué comment on pratiquait, et qui m'a dit, il y a une seule personne en France qui a des registres exhaustifs sur le cancer de la thyroïde, c'est Marie-Joëlle Delille à Reims. Retour à Reims, voilà. J'ai passé une matinée avec Marie-Joëlle Delille, qui m'a expliqué, effectivement, elle avait commencé en 66. Donc elle avait ses bilans 66-76, 76-86, et 86-96. Et là, ça a explosé. Et là, ça a explosé. Elle avait 300% d'augmentation des cancers chez les moins de 15 ans. Voilà. Et puis, parti. Après, tu sais, quand tu es sur ton chemin de vie, les morceaux de puzzle se mettent en place tout seuls. Donc, je me suis retrouvé à la Clérade. Tu n'aurais jamais pensé que tu allais rencontrer le pape, quand même? Non. Mais je l'ai rencontré. J'ai rencontré Gorbatchev aussi. Et puis, donc après, je suis allé à l'IRSN aussi, et également, à l'époque ça s'appelait l'IRSN. J'ai rencontré beaucoup de médecins, et si tu es honnête avec les gens, ceux qui te disent je parle mais je veux pas être nommé, et tu respectes, après tu as les infos qui arrivent sans problème. Donc je suis arrivé à un livre qui n'était plus du tout préfaçable. Au début c'est ce qui se passait à l'Est, et là j'étais en train de dénoncer un mensonge d'État, c'était plus du tout préfaçable. Comme si tu veux, comme j'ai tout appris sur le tas, j'ai fait relire par les gens, j'ai fait relire par des scientifiques, j'ai fait relire par des gens de l'IRSN, j'ai fait relire par des gens de la CRIRAD ce qu'ils avaient dit exactement, et j'ai fait relire aussi par Madame Belbéoc, qui était une ancienne du CNRS, et qui m'a dit c'est un excellent livre, il n'y a jamais rien eu sur Tchernobyl. Est-ce que vous avez un préfacier? J'ai dit non, je l'ai plus, enfin j'en ai un, mais c'est plus possible. Elle m'a dit je connais bien Théodore Monod, si vous voulez, on lui demande. Voilà, on a été rencontrer Théodore Monod, et 48 heures après il me téléphonait en me disant votre préface est faite, venez la chercher. Il s'était fait lire par son assistante parce qu'il était pratiquement aveugle déjà. Et donc j'ai eu la préface. Je ne savais pas qu'il était encore en vie. En 97. Ah oui, c'était Tchernobyl. Ouais. C'était Tchernobyl, ouais. En 97, voilà. Et le livre est sorti, et il est arrivé le jeudi, on l'a envoyé aux journaux, et le lundi matin, l'assistante d'Yves Calvi sur Europe me téléphonait. Le mercredi, je faisais l'émission d'Europe, et puis voilà. Non, personne n'était dupe sur Tchernobyl. Mais là, on est sur Fukushima, Tremblements et stupeurs, aux éditions Guitry Daniel. Merci beaucoup Jean-Michel Jacquemin-Festin, merci beaucoup. Merci Joël.